Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maestrix. Et bonjour Vincent. Bonjour Julie, bonjour à tous. Vincent, c'est notre intervenant du jour et en fait, ensemble, on avait envie de parler de product management et d'IA. Euh, Vincent qui sera du coup intervenant sur notre prochaine formation Product IA. Et donc, on voulait aujourd'hui vous proposer un contenu où il s'agit de booster un peu la productivité des PM, mais sur une petite partie du métier, c'est-à-dire sur l'analyse de feedback utilisateur. C'est quelque chose qui sera vu dans notre formation et donc on s'est dit que ce serait intéressant euh, de vous partager une petite partie de tous ces learnings. Et donc Vincent aujourd'hui, il va se présenter et nous expliquer à quoi ça sert d'utiliser l'IA pour analyser les retours des utilisateurs et nous faire une démo. Avant ça, je vous partage un petit questionnaire pour savoir quel est votre métier. Comme d'habitude, donc normalement vous voyez le métier. Vous pouvez mettre des petits messages dans le chat pour nous dire bonjour ou même nous dire si tout fonctionne bien pour vous, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Vous pourrez réagir aussi pendant le webinaire, donc dans ce chat, dire vos avis, vos remarques, etc. Il y a la partie Q&A aussi où vous pourrez poser toutes vos questions et on prendra toutes vos questions à la fin du webinaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal autres dans les métiers. N'hésitez pas à dire dans le chat quel est votre métier. Ça nous intéresse beaucoup. Ok. Alors, on a quoi? Product designer. Ah ouais, designer UX, administrateur base de données, chef de projet transformation digitale, UX researcher. Ok. Trop cool, et ben bienvenue. Je vais laisser la parole à Vincent pour qu'il se présente et pour qu'il vous parle de ce sujet. Très bien, merci beaucoup Julie. Je prends la main sur la présentation. Donc effectivement, sur ces entrefaites, vous êtes un petit peu tous présentés, c'est à moi. Alors dans mon cas, donc Vincent, j'ai à peu près 12 ans d'expérience aujourd'hui, avec une formation aussi bien en ingénierie, plutôt technique donc, suivie d'un MBA chez Audencia. J'ai commencé dans la data. Donc vraiment, la data, c'est quelque chose qui me passionne, qui me parle et que je pratique aujourd'hui tous les jours avec notamment ce que vous voyez, un parcours data analyst et data engineer aussi bien chez BNP Paribas Fortis, donc côté de la Belgique, puis le groupe BPCE, donc Banque Populaire, Caisse d'épargne. Par la suite, encore un petit peu de bancaire chez ING, où là, je suis rentré beaucoup plus dans la partie product manager. Alors, c'est pas que je l'ai pas fait auparavant, c'est juste qu'à l'époque, on parlait pas vraiment de product management, on parlait de chef de projet, data et en même temps business analyst. C'était un petit peu mélangé. Et donc, vraiment, la partie product management, c'est chez ING, puis d'autres boîtes. Et la partie est plus intéressante. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin, gravi les échelons jusqu'à arriver donc chez Kering, cette fois-ci en tant que Head of Product. Head of Product, vraiment sur la partie data, encore une fois. Et depuis aujourd'hui 5 ans, je suis à mon compte en tant que freelance sur des problématiques donc en tant que CPO, CPTO ou Chief Digital Officer. Donc je vois il y avait des chefs de projet de transformation digitale. Voilà, c'est vraiment dans cette mouvance-là. Donc aujourd'hui, j'interviens vraiment sur toute la partie produit, data, innovation de manière générale, avec une spécialisation autour de 3 thèmes: gestion de portefeuille, de projets, de produits, de chantiers technologiques, sur la partie vraiment IA et data, et sur la partie effectivement innovation. Le petit QR code que vous pourrez voir plus tard, hein, c'est pour le LinkedIn, mais on en parlera à la fin. Aujourd'hui, comme l'a bien dit Julie, on va aborder les feedbacks utilisateurs et en particulier comment est-ce qu'on peut réussir à se faire sortir des patterns grâce à l'IA. Vous le voyez, 3 objectifs. Le premier, on a un cas concret de product management augmenté par l'IA. Là, pour le coup, je vous ai sorti quelque chose de ma banette, de ma dernière mission. L'objectif numéro 2, susciter un déclic immédiat dans votre pratique quotidienne, parce que le but, c'est vraiment que vous puissiez vous identifier, que vous puissiez réutiliser. Et l'objectif numéro 3, c'est de voir ce que vous allez pouvoir faire
lorsque vous nous rejoindrez sur la formation donc PM et IA. Au programme d'aujourd'hui, l'intro qui va être assez rapide. On va passer assez rapidement pour la partie démo qui va prendre le plus clair de notre temps. Et enfin, un petit sneak peek, effectivement, un petit teasing sur la formation IA pour le product management. Alors, ce qui va sans dire va toujours mieux en le disant. Pourquoi est-ce que c'est si important d'analyser les feedbacks utilisateurs, sans parler de l'IA, hein? Bah, tout simplement parce que je rappelle, mais c'est vraiment censé être un rappel pour la plupart des personnes qui connaissent le product management ou au moins le design thinking. On a ce qu'on appelle le double diamant avec donc divergence, convergence, divergence, convergence, où on passe par différentes phases qui sont effectivement la discovery, la définition, le développement, puis le delivery. Mais tout ça part effectivement de la partie discovery. Et dans la discovery, c'est l'étude, l'identification des besoins des clients finaux. Si on n'a pas cette partie-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une définition des sujets, des problématiques qui sont pauvres, on va avoir un développement qui ne va pas être adapté et on va avoir in fine un produit, des services qui n'ont pas d'impact. Et on sait qu'en product management, c'est vraiment la clé de voûte de tout ce qu'on fait. On essaye d'éviter de travailler, de faire travailler des équipes pour rien. Donc voilà. En l'occurrence, sur les feedbacks, c'est pas une problématique d'avoir des feedbacks. Comme vous le voyez ici, on peut avoir des feedbacks de plein de formats différents sur aussi bien du Net Promoter Score, sur toutes les interventions, les tickets clients, au niveau du support, les interviews qu'on va faire, que ce soit en tant que PM, que ce soit en product designer, UX research, etc. Ou tout simplement les tickets qu'on peut avoir en support également. Ce qui se passe, c'est que toute cette donnée, elle finit par ne pas être exploitée correctement parce qu'il y a trop de données, il n'y a pas de méthode systématique et surtout, on n'a pas assez de temps à dégager. Donc c'est là où l'IA va vraiment pouvoir vous aider. Alors très, très important. Je pense qu'aujourd'hui, ce message, il est redondant et il doit être un petit peu moins utile qu'il y a déjà quelques mois, voire quelques années. Cette crainte que l'IA vienne remplacer l'humain et nous mettre tous à la rue. Alors, ça va pas se produire tout de suite. Ce qui est important de savoir, c'est que l'IA ne fait pas votre job. Elle est là vraiment pour vous aider à voir plus clair, plus vite, dégager des signaux faibles, identifier les vraies priorités. En fin de compte, l'IA est un assistant. Il est là pour augmenter et pas du tout pour remplacer. Je préfère le dire, c'est toujours important parce qu'il y a des confusions et ça mène lieu à des écueils qui sont dommages. Sur ces entrefaites, je vous propose de passer directement à la démo. Alors, la démo, ce qui est important à savoir ici, c'est là je vous avais un exemple synthétique. Je vais vous faire la version live juste après, mais ce qui est assez intéressant, c'est que donc, lorsque j'ai fait cette présentation, c'était il y a à peu près un mois, j'avais à peu près recueilli une centaine de feedbacks, aussi bien par des interviews que par des formulaires, donc via Tally par exemple, que je vous invite à essayer. Ça peut être pas mal du tout pour essayer d'avoir plus d'automatisation, moins d'efforts à fournir. Et donc j'avais fait ça sous ChatGPT. Depuis, les modèles ont changé, l'algorithme a changé et en relançant ça, pas plus tard que ce matin, je me suis rendu compte que les résultats n'étaient pas du tout les mêmes et ils n'étaient pas du tout satisfaisants. Alors heureusement que j'ai fait ce matin, ça évite l'effet démo. J'espère qu'il n'y en aura pas encore au moment où je vais vous la faire tout de suite. Mais c'est là où c'est important effectivement de retester, de réitérer et même d'un prompt à l'autre. Lorsque vous lancez le même prompt plusieurs fois d'affilée, vous n'avez pas les mêmes résultats. Donc, pour vous expliquer un petit peu le contexte ici, vous avez un template de prompt que j'ai envoyé sous ChatGPT et j'ai donc consolidé tous les feedbacks. À l'époque, il y en avait une centaine. Aujourd'hui, entre-temps, on en a un peu plus de 200 et il y a des choses qui ont un petit peu changé. Donc ça, c'est intéressant à voir. Dans tous les cas, je vous invite à travailler là-dessus, mais c'est des choses que vous êtes censé connaître. Ce que je vous propose par rapport au cas d'usage, on est sur. Alors, ma dernière intervention, elle avait lieu au niveau d'un family office. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme un conseil en gestion de patrimoine, où la différence près, c'est qu'en conseil en gestion de patrimoine, c'est vraiment plutôt on vous recommande des investissements à faire.
Et en family office, c'est beaucoup plus poussé. On s'occupe de tout. Vous donnez les clés du garage en disant, voilà, là, je veux qu'on m'aide à faire ma comptabilité, ma déclaration d'impôt, trouver effectivement les supports d'investissement, et ainsi de suite, jusqu'à même faire de l'ingénierie patrimoniale, défiscaliser et faire fructifier l'argent. Donc voilà, c'est un petit peu plus poussé, mais c'est souvent assimilé à du conseil en gestion de patrimoine. Et donc ici, dans ce cas-là, vous le voyez déjà dans les premiers feedbacks que vous voyez sur cette capture d'écran, c'est une offre digitale qui a été mise à disposition et on a eu des feedbacks par rapport à ça lors du lancement pour voir effectivement si ça allait ou pas. Sans plus tarder, donc je vous montre juste ce que ça donnait à l'époque où j'ai fait l'analyse sous ChatGPT. Une fois que j'avais lancé le prompt, on avait déjà donc une répartition avec quelques thèmes qui étaient vraiment qui se distinguaient, donc les fonctionnalités manquantes, l'offre peu claire, l'expérience mobile, les performances lentes et trop de jargon financier qui va en fait avec l'offre peu claire. Et à partir de là, il y avait ce que vous voyez à droite, des recommandations faites par ChatGPT sur ce qu'on peut faire pour faire un backlog priorisé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous faire la démo en live parce que c'est quand même plus intéressant. Donc, je vais partager mon écran, passer sur Claude, puisque effectivement, ça n'allait pas sur ChatGPT. Donc, le prompt, il a un petit peu changé aussi. Il sera mis à disposition si vous le souhaitez. Donc, le client s'appelle FP. On a un fichier CSV que je vais fournir de suite. Donc, voilà. Donc, ce qui est intéressant, ce que je vous invite, alors on n'est pas sur du prompt engineering aujourd'hui, et ça sera abordé par ailleurs dans la formation IA pour les PM, c'est vraiment d'adopter ce qu'on appelle le chain of thought en termes de prompting, où on va expliquer la démarche pour qu'ils suivent les instructions. Il ne faut pas oublier que l'IA, c'est des algorithmes et donc c'est de la programmatique derrière. Donc, ça fonctionne comme un ordinateur. Plus vous êtes clair, plus c'est facile d'avoir quelque chose qui correspond à ce qu'on veut. Donc, pour récapituler, on a un contexte, l'input en termes de fichier. À chaque fois, on a bien un feedback client. Et là, on a la réflexion que Claude doit adopter. Donc, identifier les grands thèmes récurrents dans les feedbacks, donner une synthèse des irritants majeurs, les suggestions d'amélioration, proposer une visualisation simple. Alors ici, c'est très simple. Moi, je l'ai fait pour une simple et bonne raison, c'est que derrière, en fait, il faut le pitcher. Donc ça, c'est aussi important pour dire pourquoi est-ce qu'on veut aller sur ces thèmes-là, pourquoi est-ce qu'on veut prioriser certaines actions, certaines user stories du backlog. Le résumé actionnable pour une équipe produit, avec les grands thèmes. Et finalement, comme je vous le disais, le rapport sous forme de document à télécharger avec un exécutif summary si vous intervenez auprès d'un Copil ou d'un COMEX. Et dans la visualisation, pour le rapport, que vous verrez après, ce que je veux mettre, c'est surtout aussi certains thèmes, certains éléments. On lance ça. Alors, ici, je l'ai lancé avec Claude Sonnet 4 pour que ça soit un petit peu plus rapide. Les résultats sont meilleurs avec Opus. Mais bon, forcément, il est plus coûteux. Donc, ce que vous voyez ici, ça va quand même assez vite et ça va plus vite qu'avec ChatGPT. Donc, c'est là aussi, j'étais assez content finalement de passer sur Claude. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Les données analysées ici, c'est vraiment l'import et la lecture du fichier Excel. Ensuite, au niveau de l'analyse des données, là, on est vraiment sur la partie analytique. Alors là, il a une petite erreur sur le format du fichier, mais il s'en sort très très bien par la suite avec un petit import. Voilà. Là, vous voyez toute la liste des différents retours. Et voilà. Là, on commence à avoir ce qu'on appelle la PNL, donc programmation neuro-linguistique. Donc c'est là où on fait vraiment l'analyse du langage, de tous les thèmes, de tous les feedbacks pour pouvoir les catégoriser. C'est là où un LLM avec un moteur de NLP est vraiment puissant. Mais il y a quand même des limites. Donc voilà, donc là vous le voyez, il y a d'ailleurs des choses qui n'ont pas été catégorisées à proprement parler, donc qui passent en autre. Et là, Claude va directement passer sur un affinage, un refinement de ces feedbacks pour aller vraiment un peu plus dans les détails. Ce que je vais le laisser tourner
on reviendra peut-être par la suite là-dessus. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment le résultat final et avec Opus. Avec Opus, voici ce qui se passe. Je pense que c'est celui-ci. Tac. Donc on a la même chose. Et à la fin, on a non seulement un tableau de bord. Donc vous allez voir, ça c'est un petit peu l'effet waouh qui est quand même pas trop mal. C'est que bon, dommage. On avait un dashboard avec le graphique qui marchait très très bien. Là, il a cassé. C'est pas très grave, mais vous voyez effectivement, je vous avais dit une centaine de feedbacks à l'époque où je l'ai lancé il y a à peu près un mois. Aujourd'hui, on est à 203 feedbacks. Donc ça a été enrichi. 7 thèmes identifiés. Les 2 top thèmes représentent plus de 50% des irritants. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et 5 axes prioritaires sur lesquels il faut agir. Donc, c'est pas grave par rapport au graphique, vous les avez ici. Et en fait, ça vient surtout conforter l'analyse que moi j'avais faite avec les interviews que j'avais fait avec les clients. Donc le premier, c'est le manque de fonctionnalités essentielles qui cote pour 29,1%. Donc là, vous le voyez, simulateur d'investissement, des calculateurs financiers et fonctionnalités d'analyse avancée. Donc là-dedans, il n'y a pas l'écart type, etc., mais on a tout type de clients. On a des clients qui sont vraiment des néophytes et qui veulent juste, voilà, combien ça peut me rapporter, je veux calculer mes intérêts composés, etc. Et d'autres où ils sont boursicoteurs en outre, ils veulent connaître justement leur pouvoir d'achat après leur train de vie, etc. Donc ils ont besoin d'aller un petit peu plus loin. Et donc ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, ça représente près d'un tiers. Donc ça, c'est déjà un bon point que j'avais déjà repéré. Par la suite, vous avez la complexité et le manque de clarté. Alors ça, c'est toujours quelque chose qui revient dans le domaine de la fintech. On a du jargon financier, on a des options, là c'est l'option qui n'est pas assez claire parce qu'on a lancé assez rapidement. Le but c'était d'itérer. Et vous le voyez effectivement ici, manque de transparence, explication trop complexe, insuffisante. Vous allez voir pourquoi effectivement, mais il manquait certains éléments. Et enfin, sur le reporting, alors ça représente plus que 2,5%, donc on tombe tout de suite assez bas. Et donc, outils de suivi, outils de reporting qui sont un petit peu le cœur du métier en finance. Effectivement, là, c'est un des gros points noirs qu'on a rencontré, qu'on connaît déjà et on travaille dessus sur le moteur de reporting en fait, où en fait, lorsqu'on veut faire du drill down, donc creuser dans la donnée, on n'arrive pas à aller suffisamment loin. Les axes d'amélioration prioritaires, donc c'est là où on commence à voir les choses intéressantes. Donc au-delà de l'analyse, là on est sur la partie proactive. Qu'est-ce qu'on propose pour pouvoir pallier justement aux pain points identifiés précédemment. Donc développement fonctionnel urgent, les fonctionnalités, hein, simulateur d'investissement, les calculateurs financiers et les outils d'analyse de portefeuille. Donc ça, il n'y a pas de grosse surprise, mais c'est toujours bien de l'avoir via une confirmation via l'analyse de Claude. Simplification de l'expérience client. Là-dessus, c'est là où je voulais en venir. Il y en a deux. Hein. C'est premièrement le jargon financier. Sur la refonte de la documentation, avec un langage simplifié, il n'y a pas à dire. Effectivement, lorsqu'on est dans le milieu, on a ce biais où on se dit tout est simple et finalement non. Et puis après ça, on est plus sur la partie UX finalement et UI. Et donc la partie FAQ, effectivement, sur laquelle on était déjà en train de travailler. Le reporting, et ensuite les deux autres thèmes qui codent pour beaucoup moins que 2%. Hein. Donc on a des problématiques de performance, c'est assez classique, et le support client, mine de rien. Donc ça, on est sur encore une fois, sur un CGP, hein, de la gestion de patrimoine, donc on s'attend à avoir des conseillers qui soient vraiment beaucoup plus présents. Donc voilà, ça fait partie de tout ça. Donc vous le voyez, là on a déjà un rapport qui est assez sympa, qu'on peut exporter, là il est au format HTML, donc ça c'est plutôt bien. Et ensuite, on peut, si vous êtes un petit peu codeur derrière, vous pouvez mettre à jour les données pour pouvoir mettre tout ça, mais ça c'est intéressant. Et ce qui est intéressant derrière, c'est surtout d'avoir, ah voilà, il était là, ma version 2. Donc vous le voyez ici, le graphique un petit peu plus mis à jour. Et donc, on a le rapport au format donc téléchargeable, ici téléchargeable en format PDF, pour pouvoir justement, avec un executive summary, le présenter en copil, en comex à votre boss ou à vos stakeholders pour pouvoir vous dire voilà qu'est-ce qu'on a analysé, quels sont les points clés à retenir. Là, un petit récap de tous les chiffres. Et là, derrière, vraiment un peu plus détaillé, justement, les irritants, les thématiques, le plan d'action,
avec une proposition alors de roadmap, c'est un peu fort, mais effectivement de timeline pour pouvoir faire les développements. Là où il faut faire attention et j'insiste dessus, c'est qu'à chaque fois, c'est des propositions qui sont censées. Néanmoins, alors même sur les propositions de KPI, c'est assez intéressant. Par contre, il faut pouvoir tout remettre en contexte. Parce que là, ce qu'ils vous disent, c'est par exemple, donc en KPI, taux d'utilisation des nouveaux outils supérieur à 60 un NPS en amélioration de 15 points et derrière, on a même, vous le voyez ici, budget et ressources estimées. On a un financement quand même qui est pas loin du demi-million. OK, très bien. Et c'est là où l'expérience est extrêmement importante, c'est que vous voyez 3 devs plus 1 PO. Disons si on va vraiment loin, ça représente 5 000 € par mois, pour chaque personne, c'est déjà énorme, hein. Donc 4 fois 5 et vous multipliez ça par 2 avec le coût, des charges patronales, vous tombez à peine à 200 000, vraiment sur 4 mois. Donc c'est là où en fait, les chiffres ils sont pas si bons que ça et encore une fois, on part sur une hypothèse de 5 000 par mois et au-delà de cela, c'est super important, c'est que même un demi-million pour ceux qui travaillent dans des startups, c'est pas du tout envisageable. Donc c'est là où vraiment il faut relire tout ça et il faut faire votre analyse critique parce que vous présentez ça moi si je présentais ça à mon comex, il me riait au nez, il me disait, «Tu reviens lorsque tu as des chiffres qui sont un petit peu plus, cohérents». Donc voilà, c'est super important. Néanmoins, ça vous donne une bonne base avec, voilà, des risques, des priorisations et effectivement même de la comitologie, par exemple. Donc extrêmement intéressant, comme base et encore une fois, ça ne vient pas vous remplacer, ça vient vous augmenter. Voilà pour la petite démo. Je reviens sur le la présentation du contenu. Donc voilà, comme vous le voyez, sur Claude, on va quand même un petit peu plus loin que sur ChatGPT, donc aussi de l'importance de tester les différents outils, hein. Hier, c'était ChatGPT, aujourd'hui, c'est Claude, de temps en temps, c'est DeepSeek. Faut vraiment, les tester et savoir quel modèle est plus intéressant que l'autre pour quelle utilisation et même dans un modèle, enfin heu, d'un LLM à l'autre, voilà, il y a différents modèles. Donc là, ce que vous voyez, c'était à l'époque, ce que j'avais résumé, hein, fonctionnalité manquante, c'était déjà le cas, l'offre peu claire, déjà le cas et on avait l'expérience mobile. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins important effectivement vu nos clients, mais effectivement, on a derrière les performances lentes et le jargon financier qui réapparaissent. Donc c'est là où on voit que, il y a des choses qui changent un petit peu, mais au global, les tendances restent les mêmes et ça, c'est intéressant. Si vous avez une audience des clients, surtout en B2C, plus importante qui change, énormément, enfin d'un mois à l'autre, faut faire ces études-là, et ces analyses-là assez fréquemment. Mais dans tous les cas, vous avez vu, là, en moins de 10 minutes, j'ai fait, mon analyse et j'ai obtenu, des résultats qui sont assez intéressants et donc là, voilà, les axes de priorisation et surtout, in fine, qu'est-ce que ça change pour vous? Ah, ce que vous voyez, c'est qu'avant, on devait faire un tri manuel. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai fait un certain nombre d'interviews, clients et stakeholders et c'était toujours compliqué, même en ayant une méthode qui soit systématique, même en ayant les templates Miro et ainsi de suite. C'était toujours délicat, il fallait les retrouver et cetera et on avait surtout, 2 biais. Le premier, bah, au niveau de la subjectivité, parce qu'il y a des choses qui résonnent avec nous et d'autre part, il y a le biais de récence, parce qu'on va avoir tendance à privilégier, bah, ce qu'on a entendu en dernier. C'est humain. Ici, voilà, depuis l'utilisation de l'IA, on peut faire du clustering sans être un data scientist et c'est quand même assez intéressant. On a la détection des signaux faibles, donc comme vous le voyez sur tous les 203 feedbacks qui ont été consolidés, il y en a quelques-uns qui ne représentent pas grand-chose. Néanmoins, si on peut agir dessus comme un quick win, ça reste extrêmement intéressant. Et voilà, bien sûr, bah, le ROI au niveau du discovery, vous avez vu, vous payez l'abonnement à la limite pour Claude ou pour ChatGPT, vous passez 10 minutes, au niveau de votre discovery, vous avez un résultat qui est quand même très, très intéressant. Donc in fine, on a un gain en clarté, un gain en vitesse et surtout un gain en pertinence produit. Je vous garantis que si vous travaillez comme ça et que vous retravaillez le rapport, produit et vous le présentez à vos stakeholders, à vos clients potentiels et à vos, supérieurs, là, ils vont vous prendre un petit peu plus de sérieux et ça, c'est important. Maintenant que la démo est terminée, heu, qu'est-ce qui vient ensuite?
Tout simplement, je vous ai parlé, et Julie vous a parlé effectivement de la partie IA appliquée au PM. Le but, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin. Là, on est sur une brique. Le but, c'est de construire un château. Donc, forcément, booster le quotidien de PM grâce à l'IA, ça fait partie, ça inclut la discovery, je vous en ai présenté une brique, mais on a toute la partie définition aussi, trouver les solutions, le delivery. On ne parle pas de développement, hein, mais le go-to-market est extrêmement important. Là, je vous ai fait un petit laïus sur la partie comment est-ce que vous pitchez ça, etc. C'est extrêmement important parce que vous pouvez avoir les meilleurs outils, vous pouvez avoir la meilleure communication. Si vous n'arrivez pas à avoir un go-to-market qui soit pertinent, en fait, finalement, encore une fois, ça ne sert à rien. Et ça arrive tellement de fois. Donc ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, prototyper en low-code ou no-code IA. Et enfin, identifier et éviter les pièges de l'IA, extrêmement important. J'en ai dit 2 mots là pendant cette démo. C'est quelque chose que vous devez avoir à l'esprit et je vous donnerai pendant la formation quelques petits tips à ce sujet. L'objectif, in fine, c'est de faire de vous des PM augmentés, à l'aise avec l'IA, sans être data scientist. Je vous propose donc de nous rejoindre à la prochaine session qui aura lieu à la fin du mois. Et sur ce, je laisse Julie reprendre la main. Merci beaucoup Vincent, hyper clair et hyper intéressant. Alors je reprends ici, juste pour vous dire que vous pouvez poser toutes vos questions dans la partie Q&A, dans la partie chat, etc. Allez-y, pendant que je vous parle brièvement de Maestro. Maestro, c'est l'école du produit et de la tech de Maria Schools. On propose très régulièrement des événements, que ce soit des webinaires ou des événements dans notre campus qui se trouve à Paris, à Bourse. Vous pouvez nous retrouver donc sur Meetup pour être au courant de tous les événements, sur LinkedIn aussi parce qu'il y a beaucoup d'événements qu'on fait en partenariat et donc ils sont pas forcément hébergés sur notre Meetup. Et vous pourrez retrouver aussi toutes les informations sur le site de John Maestro. Pour ce qui est des prochaines formations, donc on a des formations de product management pour vraiment de la reconversion et des formations de no-code et d'IA et une nouvelle formation donc qu'on lance le 24, 25, 26 juin sur PM-IA. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Camille, donc vous avez le mail qui s'affiche ici, qui pourra vous en dire plus et surtout voir avec vous les fondements de votre projet, pourquoi vous voulez vous reconvertir et en quoi c'est pertinent pour vous de suivre nos formations. Je vais prendre vos questions. Avant ça, je vous mets un petit questionnaire pour savoir si certains d'entre vous sont intéressés par la formation PM IA. Alors, je prends les premières questions pendant que vous pouvez continuer à répondre à ce petit formulaire. Luc qui demande, est-ce que Claude est mieux que ChatGPT Perplexity? Alors, c'est une très bonne question. J'y ai répondu assez brièvement pendant la démonstration. La réponse, c'est oui et non. La petite réponse de Normand, pour une simple et bonne raison, c'est que, encore une fois, suivant votre application, votre cas d'usage, en fait, l'outil de prédilection va changer. Et puis, bien sûr, vos habitudes. C'est de la même façon que utiliser un marteau pour enfoncer un clou et essayer de faire la même chose avec un tournevis. Je vous garantis pas que ça marchera aussi bien. Donc là, c'est exactement la même réponse. Claude, on sait que c'est plus efficace sur toute la partie analyse de données et aussi, on est en train de changer un petit peu, mais sur la partie éthique en particulier, Claude, dans ses prérogatives de base, a été pensé, designé, codé et entraîné afin d'être plus performant sur les parties code, analyse et sur la partie éthique, donc les biais. Maintenant, Perplexity, pas du tout la même utilisation. Perplexity, ça ressemblerait plus à un Google. Alors, je fais énormément de simplifications, hein, mais c'est pour être efficace aujourd'hui. Perplexity, disons que c'est un Google boosté à l'IA.
Donc, on est là pour faire des recherches, on n'est pas là pour faire des vraies analyses sur base de fichiers, pour coder ou ainsi de suite. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va plutôt vous citer des sources. Et là, c'est intéressant pour vérifier la véracité en fait des sources de l'analyse, enfin pas de l'analyse, mais des recherches. Donc, voilà. À chaque cas d'usage, un outil différent. Et à un moment, tu montrais les fichiers que tu avais importés, enfin le fichier CSV que tu avais importé, et tu faisais des commentaires sur le fichier, et tu disais que le format du fichier, par exemple, était pas bon à un moment. Tu disais le format est pas bon, mais il a quand même réussi Tout à fait. à analyser, etc. Comment on peut savoir si justement le fichier il a bien été lu ouais. Alors, c'est une excellente question, effectivement, et ça, c'est très, très important. De manière générale, alors c'est pour ça que j'aime bien aussi Claude, même si ChatGPT, on peut le voir d'une certaine façon, mais je trouve que c'est beaucoup plus intuitif et clair sur Claude. Comme vous l'avez vu, je vais représenter rapidement mon écran. Alors, est-ce que je suis sur le bon? Voilà. Alors, je vais fermer ici. Vous voyez, donc là, vous avez le flux de, je vais l'appeler le flux de pensée, mais c'est effectivement les différentes phases que Claude a traversées. Vous avez le code. Donc là, effectivement, vous avez soit effectivement du JavaScript, du Python, enfin ce genre de choses. Et en fait, bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué lorsqu'on n'a pas un profil ou des connaissances techniques. Néanmoins, je vous invite toujours à regarder aussi à l'intérieur pour voir si, donc là, c'est ce que je disais, il y a des choses qui ne sont pas définies, etc. Mais ça, c'est la même façon, c'est le programme part avec un certain nombre d'hypothèses. Ça va être du fichier Excel, ça va être certains thèmes sont présents ou pas. Et en fait, il part là-dessus. Si l'hypothèse n'est pas bonne, il va finalement définir soit ces thèmes, soit là, c'est là où il y avait un problème. Non, pas ici. On va avoir, je crois que c'était peut-être quelque part par ici. Non, même pas. Il y avait une problématique sur la partie effectivement Excel, parce qu'il n'arrivait pas à le voir comme un fichier Excel. Et en fait, il va venir importer après cette librairie-là. C'est du jargon un peu technique, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous le voyez ici, il y a les mots qui sont censés être là, doivent représenter l'intégralité de votre fichier. Donc ça, c'est un premier indicateur. Le deuxième indicateur, bah, vous avez aussi, qui est même finalement le plus important, c'est que vous allez regarder sur tout ce qui a été produit. Ça doit venir conforter, confirmer un petit peu vos analyses. Encore une fois, vous êtes censé être des products éclairés. Ça doit pas être quelque chose qui vient vraiment vous dire en fait j'étais complètement à côté de la plaque. Ou alors dans ce cas-là, vous creusez. Et en fin de compte, ce que vous pouvez faire, je ne vais pas le faire ici, mais ce que vous pouvez faire, c'est directement poser des questions sur, sur la donnée vraiment qui est utilisée, quels sont les clusters utilisés, afin que ça vienne vous conforter sur l'idée qu'il a bien analysé le fichier que vous avez donné en input et pas fait une génération aléatoire et baser son analyse sur des choses qui n'existent pas. Donc c'est ça le plus important aujourd'hui. Et encore une fois, on en revient à la même chose, c'est penser par vous-même. Faites d'abord ou faites en complément une analyse de tous ces interviews-là. Vous faites un petit peu en survolant, qu'est-ce qui revient le plus, et à partir de là, vous venez vraiment utiliser l'IA pour aller un petit peu plus dans les détails. C'est vraiment ce que je vous conseille de manière générale. Ça viendra encore une fois jamais vous remplacer. Si vous utilisez tout ce qui est sorti par aussi bien l'IA que même tout, hein, Google, c'était la même chose quand on parlait de Google, de Wikipédia, etc. Pour argent comptant, vous n'allez pas vous en sortir et ça ne fera pas de vous des personnes compétentes et fiables. Marina qui demande des conseils pour bien paramétrer son agent IA pour traiter les feedbacks. Ah, alors, excellente question. Il y a, je dirais, peut-être 3 éléments à considérer. Ça va être une réponse qui va être un début de réponse. Encore une fois, tout va dépendre de votre cas d'usage, de votre contexte, de ce que vous voulez en faire. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est
avoir un raisonnement le plus proche de la programmatique, de la logique d'un large language model, en fait, donc des algorithmiques. Pour la simple et bonne raison, encore une fois, je vous l'ai dit pendant la démonstration, derrière un modèle, c'est de la programmatique, c'est de l'algorithmie, c'est un ordinateur. Donc, enfin, c'est des 0 et des 1. Donc, si vous pensez comme lui, si vous arrivez à vous mettre à sa place, ça va aller beaucoup plus facilement que si vous essayez de demander vous posez la question comme si vous la poseriez à n'importe qui à côté de vous. En fait, il faut essayer de détailler au maximum. Alors, pas trop non plus, mais détailler ce que je vous ai dit, le chain of thought. Donc, c'est vraiment avoir une structuration de votre raisonnement que vous allez exposer. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, et ça, on va un petit peu dans les neurosciences, mais l'être humain fait beaucoup de raccourcis dans sa réflexion. Et en fait, on va se dire, par exemple, le truc que j'ai souvent, c'est ah tiens, je sors et je vois que c'est mouillé par terre. Et je vais me dire, ah bah tiens, il a plu. Et dans plus de 80% du temps, c'est vrai. Sauf que ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être quelqu'un qui a renversé un seau, ça peut être un tuyau d'arrosage, etc. Et donc en fait, tous ces raccourcis-là, ce sont des biais. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut soi-même dans sa réflexion éviter tous ces biais. Donc de se dire, voici le contexte, voici ma pensée, donc je constate qu'il y a ça, à partir de là, tire toi-même les conclusions. Et c'est comme ça que lorsque vous allez structurer votre prompt, ça va être plus simple. Donc c'est le prompting d'abord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je vais passer un petit peu plus rapidement, mais on va avoir de l'itération, en fait. C'est le plus important. Vous allez voir que lorsque vous faites des prompts sur ChatGPT, sur n'importe quel LLM, en fait, vous allez avoir des résultats qui vont différer. Et le mieux, c'est de voir qu'est-ce qui marche le plus. Donc, c'est vraiment la pratique. C'est vraiment ça le plus important. Et enfin, allez sur Internet ou demandez même à ChatGPT ou au LLM lui-même de vous fournir des guides, d'analyser votre performance à faire des prompts et à donner des conseils. Et ça marche très très bien. Moi, c'est ce que je fais au quotidien. Merci Vincent. Alors, je suis en train de lire les questions. Alors, je suis pas sûre de comprendre la question, mais peut-être que tu vas la comprendre, Vincent. Est-ce qu'on manque une reco, j'imagine, parce qu'on relit trop sur Claude au lieu de penser soi-même? Alors, j'imagine que c'est une reco. Pour une recommandation, c'est ça, Luc? Je te laisse nous confirmer si c'est bien ça. Et dans ce cas-là, ça vient. Oui, ok. Eh ben, effectivement, j'ai déjà répondu partiellement. Ce que je vous disais, encore une fois, l'IA ne vient pas vous remplacer. Si vous prenez l'output pour argent comptant, effectivement, vous allez tomber dans tous les écueils possibles. Par raccourci, on a tendance à se reposer, à faire confiance, et en fait, il ne faut pas. Et donc, oui, la réponse c'est oui. Si on s'appuie trop sur Claude, eh ben on va louper des choses. Là, vous avez vu d'ailleurs, à un moment, il avait catégorisé, je vais essayer de le reprendre, où est-ce qu'il était? Il avait catégorisé sous forme de autres, je ne retrouve plus ici, certains feedbacks. Parce qu'avec une première analyse NLP, il n'avait pas réussi à les catégoriser. Il a extrapolé par la suite, il a réussi à trouver des catégories un petit peu plus précises. Mais rien ne dit, encore une fois, que c'est complet. Alors, ça va un peu plus loin, mais ce que je vous invite, encore une fois, c'est de faire l'analyse par vous-même aussi. Et toujours penser par soi-même. L'IA vient vous augmenter. C'est comme un sparring partner. Vous êtes en train de discuter. Ah bah tiens, toi, tu as pensé à ça. Qu'est-ce que tu as eu comme retour sur les feedbacks? Ok, moi, j'ai eu ça comme feedback et voilà ce que j'en ressors. Et en fait, je vous invite même là, sur cette démonstration, c'est vraiment trouver les patterns identifiables dans un premier temps. Mais il y a derrière le chain of thought et ça vient un petit peu avec du vibe coding. Je vous invite à converser ensuite avec le modèle pour lui dire OK, parmi ceux-là, moi ce que je vois aussi dans mon analyse, c'est qu'il y a des choses qui sortent un peu plus. Et bien de lui demander, d'ailleurs ça répond aussi à la question de Marina auparavant, tous les LLM sont biaisés pour booster l'ego. Ça, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais lorsque vous demandez des choses, la façon dont vous avez formulé votre question, généralement, ils vont avoir tendance à vous confirmer des hypothèses. Donc, il faut bien lui dire d'être le plus critique, objectif possible et de ne pas être biaisé. Et c'est ainsi qu'on arrive à avoir des analyses un petit peu plus pertinentes. Donc là-dessus, oui, toujours penser par soi-même. Comment peut-on utiliser l'IA avec Miro?
Alors là, on est sur un autre type. Donc Miro, j'en ai parlé à un moment, c'est un outil collaboratif pour ceux qui l'utilisent. Hein. Et l'IA sous Miro, c'est un peu comme, alors pas un peu comme d'ailleurs, ça pourrait s'apparenter à l'IA qu'on utilise sous Copilot ou sous Gemini pour Google for Workspace ou encore pour le dernier, même pour Figma en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir votre interface Miro, votre template, votre espace de travail et vous avez un petit volet je crois qu'il est sur la gauche, où vous pouvez, dans un chat, taper, faire des prompts et converser directement avec l'IA, l'agent conversationnel de Miro, pour dire, bah, par exemple, j'ai envie d'intégrer, je dis n'importe quoi, ou de consolider ces feedbacks-là, de les regrouper, etc. Et donc là, vous allez avoir, comme pour Copilot, un assistant IA dans Miro. Donc c'est une façon de l'utiliser. On n'est pas du tout sur la même approche. On est plutôt sur la collecte de feedback pour l'IA avec Miro, dans notre cas précis. Hein. Je précise. Ok, et ben on a répondu à toutes les questions pour l'instant. On va, je pense, s'arrêter ici. Merci à tous pour votre participation. Merci. Alors attends, il y a une dernière question. On prend une dernière question. Oui. Quand vous partagez les données sur un outil IA, vous copiez vraiment toutes les données, customer, etc. Quid de la confidentialité? Alors, très très important. Et d'ailleurs, ça, je vous invite à nous rejoindre donc pour la formation qui aura lieu à la fin du mois parce que c'est traité tous les 3 jours, mais en particulier sur le dernier jour, sur la partie éthique, et donc la confidentialité, RGPD, et ainsi de suite. C'est une question qui me revient souvent. Alors, je vais clarifier. Moi, dans mon cas, je n'ai pas copié toutes les données customer, etc. Donc là, vous avez des feedbacks, mais je l'ai déjà traité auparavant, il n'y a pas du tout de données confidentielles. Et ça, c'est la première chose à faire. De la même façon que pour ceux qui manipulent la data de près ou de loin le savent, il faut enlever toutes les choses qui sont délicates. Donc, éviter de mentionner même une entreprise. Là, vous avez vu, j'ai mis FP à la place de l'entreprise. Éviter même les données financières, ce genre de choses, et les données confidentielles. Donc, il ne faut pas le faire. Maintenant, sur certains cas, je crois que je me demande si je ne l'ai pas paramétré, moi, dans certaines instructions, justement, de faire attention à ces aspects-là. Mais donc, c'est extrêmement important. Il faut déjà, lorsque vous faites vos prompts et lorsque vous mettez des fichiers en input, enlever tout ça. Donc, c'est la qualité de données dès le départ, d'une certaine façon. Donc, la gouvernance, pardon, de données. Ok, eh ben, on n'a plus de questions. Merci 1000 fois, Vincent. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions aussi, d'avoir pris le temps et de pas hésiter à être retourné sur tous tes prompts, etc. C'est que plus pertinent. Et du coup, merci 1000 fois. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour toutes les questions que vous avez posées. On se retrouve très bientôt pour un prochain webinaire. La semaine prochaine, on en fait un autre sur l'IA également. Donc voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent, vous pouvez vous y inscrire. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Merci Julie, merci à tous. À bientôt.